Salut, je suis Kerry King du groupe Slayer. Je vais vous montrer mon nouvel ampli d'études que les gars de Marshall et moi-même avons conçu. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu ce petit ampli. C'était dans les mains du guitar tech de Zakk Wylde à l'époque. Je ne sais pas s'il bosse toujours avec lui. Enfin, il avait une petite installation derrière la scène où il testait les guitares de Zakk. Et je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que t'as branché là-dessus » Il m'a répondu rien, mais le son résonnait tellement dans les étuis, c'était tellement énorme qu'on avait l'impression que ça venait d'un ampli monstrueux et ça n'était que lui. Cet ampli est vraiment polyvalent. Tout dépend du gain que vous voulez avoir. Là, le son est plutôt crade, mais je ne suis certainement pas au max parce que le son de ma guitare étant suffisamment heavy, il y a assez de signal passant et pour moi, trop de gains couvre ce que vous voulez faire sortir de l'ampli. C'est fun de mettre plein de saturation et de faire hurler les leads, mais vous n'en avez pas toujours besoin. Et avec cet ampli, je dois seulement le régler à 3 heures et ça sonne quand même super lourd. Cet ampli est typiquement Kerry King. Je vais droit au but avec mes réglages, je n'ai pas de réglage d'aigu ou de basse, je n'ai juste qu'un contrôle de médium pour trouver directement le son dont j'ai envie. Il y a une histoire derrière ce monstrueux médiateur. Je me rappelle que j'avais l'habitude de jouer avec un modèle de médiateur, je ne me rappelle plus de son nom, mais il était vraiment compact, grand comme ça. À peu près large comme ça, peut-être plus rapide. Et puis, j'ai trouvé ça dans un magasin de musique un jour, un gros médiateur comme celui-là. En théorie, j'ai 6 côtés. Celui-là, puis en une demi-seconde, je passe à celui-là, je le tourne, et j'ai ce côté. Et j'ai 3 autres côtés si je change de face. Pour le style qu'on fait, avec l'intensité à laquelle on joue, c'est vraiment avantageux d'avoir autant d'options sur ce médiateur. J'ai toujours un médiateur de rechange sur la tête de ma guitare. Comme ça, quand mon médiateur est foutu, je le jette et j'en prends un autre ici. C'est vraiment pratique. Pas question non plus de le mettre sur ma guitare. Peu de gars y pensent, mais pourtant tous ceux qui ont une guitare avec des mécaniques autobloquantes peuvent le faire sans affecter l'accordage. Avec mon groupe, nous n'avons pas joué en La 440 depuis des années. Le premier album était en 440, mais les autres, on les a composés avec d'autres types d'accordage. On joue un demi-ton au-dessous, en Ré dièse, et on joue aussi un ton et demi au-dessous, en Do dièse. C'est l'accordage actuel de ma guitare. Il y a une alternative à tout ça. On drop le Do dièse en La dièse, et sur une 7 cordes, la 7e corde, la plus grave serait un demi-ton au-dessous. Donc le grave serait Si, La dièse dans notre cas. Là, c'est mon accordage en Do. Voilà la note la plus grave, si vous voulez vous accorder comme moi pour jamais. Ça, c'est ce qu'on appelle un putain de sustain, mec. Hein. Question de me piquer ça, hein, je l'ai déposé. Voilà une règle générale quand on joue, c'est que si on peut uniquement attaquer la corde en allée, on le fait, car ça sonne beaucoup plus lourd, plus heavy. Lorsque vous jouez en allée, vous attaquez toujours la note de la même manière. Donc, en jouant plusieurs notes, c'est plus heavy en allée qu'en aller-retour où ça risque de sonner un peu bizarre.
Ça, c'était un exercice. Une petite anecdote à propos du galop et du galop inversé. Le galop, comme je l'appelle, et que les autres appellent comme ça aussi, c'est ça. Et le galop inversé, je crois que la première fois que je l'ai entendu, c'est quand Jeff Edman a fait Raining Blood dans le deuxième riff, pour être exact, et je me suis dit, mais pourquoi personne n'y a encore pensé? C'est tellement simple. Je ne crois pas que quelqu'un l'ait fait avant lui, mais il l'a fait. Globalement, on joue la même chose, mais la façon dont les notes sont jouées dans la séquence rend le riff complètement différent. Je vais alterner les séquences en commençant par le galop afin que vous entendiez la différence. Trouvez le rythme en tapant sur une table ou n'importe quoi, et vous entendrez les différents styles. Pour moi, le galop inversé est furieux. Ça correspond à Slayer. Et le galop standard, plus mélodique. Quoi qu'il en soit, quand je vais jouer les deux, vous allez tout de suite comprendre de quelle vibration je parle. Comme vous venez de le voir, alterner des séquences de galop standard et inversé change totalement l'ambiance du riff. Je n'ai joué qu'une note essentiellement, mais le sentiment qu'on a entre les deux est complètement différent. En ce qui concerne la technique du palm mute, je l'ai utilisée à différents degrés. Du palm mute léger au palm mute heavy. Encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire, du degré d'étouffement ou de choc que vous voulez mettre. Pour en donner un exemple, je vais jouer quelques notes normalement, que je ne palm mute pas d'habitude, et je vais ensuite les jouer en palm mute pour que vous compreniez bien l'effet que cela a sur le son. Vous n'avez pas besoin de faire durer les notes avec la technique du palm mute car le son n'est pas dynamique. Allez, je vais jouer autre chose. Vous savez, je n'utilise pas cette technique comme tout le monde, mais ce qui marche pour moi, c'est ça. Sur le coin, en haut du micro, je pose le pli de ma paume pour alterner le jeu normal avec le jeu palm mute. Ensuite, je glisse vers le chevalet ou vers le manche. À partir de là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est marrant, mais ce dont je vais vous parler me vient complètement naturellement alors que beaucoup de guitaristes sont flippés avec ça. C'est ce que le monde de la guitare appelle l'économie de position des doigts. Moi, j'appelle ça la survie physique, parce que pour moi, vous savez, ça marche bien en live. Je peux passer d'un accord à l'autre sans bouger la main. C'est donc essentiellement ce qu'on va essayer de faire ici. Passons du Mi au Fa. Certains vont le jouer comme ça. Et moi comme ça. Vous savez, il ne faut pas avoir peur de faire une fausse note parce que votre main ne bouge pas. De même, je vais maintenant passer du Mi au Sol en faisant la même chose, mais sans aller nécessairement du Sol au Fa. Parfois je le fais, mais bon, là je vais le faire comme ça. Ça a du sens.
Quand vous jouez en power chords, par exemple, vous faites... Et quand vous voulez une autre ambiance, à n'importe lequel de vos riffs, vous pouvez avoir envie de le jouer comme ça. C'est un choix très personnel, tout dépend du style que vous recherchez. C'est le seul riff que j'ai fait comme ça. Je n'aurais jamais pensé à faire un riff composé de 12 notes sur cette mesure. Je ne l'ai fait qu'une fois. Je ne sais pas si je l'ai fait une autre fois par accident, mais celui-là, je l'ai composé. C'était pour l'album Seasons. Quel titre déjà Oui, Expendable Youth. Ouais, c'est ça que j'ai composé. Voilà ce que 17 ans de Jägermeister vous feront. Allez, on essaye. Je n'arrive pas à me rappeler de ce qui vient après ça, mais pour je ne sais quelle raison, je me rappelle ce riff parce que c'est un riff tellement compliqué avec ces 12 notes que j'ai dû bosser à fond pour le mémoriser. Vous me verrez souvent faire du tapping avec le côté de mon Mediator et aussi à faire du tapping avec mes doigts. La raison pour laquelle j'utilise ces deux différents styles, c'est que je veux être précis. J'utilise mes doigts, celui-ci ou celui-là. Ça dépend de la manière dont je tiens le Mediator. Si je fais un riff avec ma pédale wah-wah au beau milieu d'un solo, ou comme les rockstars le font à la fin d'une chanson pour faire le show, vous me verrez avec mon Mediator pour taper partout sur le manche en chromatique et en utilisant la wah-wah ou bien la barre du Floyd Rose. Allez, juste pour l'exemple, je pars d'un endroit et je me déplace en haut ou en bas du manche. Mais bon, si je veux être vraiment précis, je ferai du tapping comme n'importe quel autre guitariste. Il n'y a pas réellement de partition ou autre à travailler pour faire ce que je viens de faire en tapping au Mediator. Mais moi je dis toujours, c'est bien d'avoir des règles ou une ligne de conduite. Tout ce que vous composez et qui sonne cool, faites-le, même si ça sort du cadre. C'est ce que j'ai fait, moi. Au début, je pense qu'il est important que vous vous entraîniez avant de jouer devant des gens ou avec d'autres musiciens. Ce que moi j'ai fait, c'est pratiquer mon instrument pendant au moins 3 ou peut-être 4 ans, juste avant de rencontrer Dave Lombardo, qui est mon batteur actuellement. Oh, il a été dans des groupes pas terribles. Mais bon, moi j'ai attendu 3 ans avant d'essayer de jouer avec quelqu'un d'autre que mon professeur de guitare. Vous savez, plus vous avez de gens impliqués dans une histoire, plus vous devez faire attention au temps. Car si vous êtes en retard, vous empêchez tout le monde d'avancer. Et c'est vraiment pas cool de perdre du temps. Que ce soit le mien d'ailleurs ou celui des autres. Si vous pensez dans ce sens et que vous cherchez à faire partie d'un groupe, vous aurez envie d'avoir au moins le niveau des gens avec qui vous jouez. Vous n'aurez pas envie de faire de la musique avec des batteurs qui ont joué dans 5 groupes et jouer des plans que vous n'avez jamais fait. Il faut être sûr de ce qu'on a à jouer. C'est toujours la même histoire. Moi, j'aime pas gâcher mon temps. Voilà, on a bien joué ici aujourd'hui, alors bon courage pour ce que vous allez essayer d'apprendre. Je vais vous montrer pour finir un autre aspect de ce que je fais. Je vais composer un riff en utilisant la whammy, faire un peu de bruit et vous montrer que parfois, ce qui sonne dans votre tête
peut être bien comme moins bien. Mais je vais quand même jouer, quoi qu'il arrive. Still in tune.